Chers collègues, on est aujourd'hui plus de 60 délégués et militants du secteur du commerce dans cette salle. Vous représentez les grands, les petits commerces, il y a des stations-service, il y a des supermarchés, des magasins de chaussures, de textiles, des magasins de bricolage, il y a tout le secteur. On est plus de 60 et c'est un nombre important, car comme Patrick l'a dit, on n'a mobilisé qu'en interne, c'est en pleine semaine, c'est un matin, et ça montre l'intérêt qu'il y a pour la question de la survie de nos commerces. Je ne vais pas vous dire merci pour votre présence, moi, parce que si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour nous. Vous êtes ici aujourd'hui pour vous, pour vos collègues, pour vos commerces et pour l'avenir de notre secteur. Depuis le début de l'année, les commerces tombent comme des mouches. On a vu Chaussures Vedettes, Camailleux, Un jour ailleurs, qui n'existent plus au Luxembourg. On voit des enseignes comme Kidiliz, Mega World et d'autres qui se battent pour leur survie. Mais on voit aussi des grands et des petits groupes comme C&A, Inditex, H&M, ici Paris XL ou Veritas qui ferment des magasins, avec parfois des licenciements à la clé. Pas plus tard que mardi, il y a 2 jours, C&A nous a annoncé officiellement la fermeture de son magasin avenue de la Gare, le 3e en 2 ans. Et je ne parle même pas de ces dizaines de petits magasins qui disparaissent sans même qu'on le sache, parce que c'est des petites enseignes, parce qu'il n'y a pas de représentation syndicale, parce qu'il y a tellement de magasins qu'on ne peut pas tout voir. Il y a des rues commerçantes entières, comme la rue de l'Alzette à Esch-sur-Alzette, ou l'avenue de la Gare, ici à Luxembourg, qui sont en train de se vider de toute vie. Parfois, c'est la crise sanitaire sans pareil qu'on est en train de vivre qui est effectivement à l'origine de ces fermetures. Et il est vrai que le confinement et la reprise, qui était parfois très lente, et le recours au télétravail, les mesures sanitaires, tout ça, ça a un impact. Mais souvent, cette crise sanitaire sert aussi de prétexte pour justifier la fermeture d'un magasin qui n'était plus assez rentable depuis un bon moment. Et toujours, la crise sanitaire n'est que la pointe de l'iceberg. Parce que les problèmes du commerce au Luxembourg viennent de plus loin. Et ils sont, comme on dit, faits maison. Chers collègues, au Luxembourg, comme ailleurs, nous faisons les frais de ce qu'on appelle la digitalisation. De grandes plateformes digitales qui souvent payent moins d'impôts que vous et moi et qui cultivent parfois des conditions de travail dignes du XIXe siècle, représentent une concurrence impitoyable pour nos commerces. Qui peut dire qu'il n'a jamais fait ses courses sur Internet, qu'il n'a jamais commandé un livre ou un film sur Amazon? Personne, et le problème n'est pas là. Le problème, c'est que ces plateformes, sous les conditions actuelles, représentent une concurrence déloyale pour nos commerces. Que non seulement elles ne payent pas ou presque pas d'impôts, parce qu'en bonnes entreprises multinationales, elles arrivent à contourner des États qui sont trop faibles, mais aussi parce que leurs charges sont beaucoup moins importantes. Là où un commerce à Luxembourgville peut dépenser jusqu'à 180 € le mètre carré en loyer, donc je vous laisse faire le calcul pour des commerces qui ont 500, 1000, 1500 mètres carrés, Amazon et compagnie, eux, peuvent opérer depuis l'étranger, depuis des entrepôts immenses, en dehors des villes, où ils payent peu ou pas de loyer, et pour lesquels ils reçoivent en plus, en général, des cadeaux fiscaux de toutes sortes pour les attirer. Comment nos commerces pourront-ils survivre face à cette concurrence déloyale, quand on connaît l'évolution des prix sur le marché de l'immobilier au Luxembourg? Quand on sait que dans leur grande majorité, les fermetures de magasins qui ont eu lieu avenue de la Gare, par exemple, sont dues précisément à des hausses des prix du loyer, en pleine crise sanitaire, et alors que toute cette ville est un seul et unique chantier. Chers collègues, il faut le dire clairement, ils sont en train de tuer nos commerces. L'OGBL a mobilisé début octobre à une première manifestation nationale pour le droit au logement et contre le scandale, le véritable scandale que représente la spéculation immobilière dans un pays où de plus en plus de personnes ne peuvent plus se payer de logements décents. Certains d'entre vous y étaient d'ailleurs. Mais cette spéculation immobilière, elle ne concerne pas que les logements. Elle concerne aussi les surfaces commerciales, elle concerne aussi nos magasins. Et les promoteurs qui se font des millions et des millions sur le dos des locataires, ils se font aussi des millions sur le dos de nos commerces et sur nos dos. Je vais citer une interview dans Paper Jam du 14 octobre, où le professeur Jean-Luc Callongé, qui est un spécialiste de la question, dit, je cite, «
Faire des mètres carrés commerciaux, c'est une logique de placement. Ce qui compte, c'est la valeur des murs. L'offre commerciale n'est jamais qu'un sous-jacent. Le promoteur loue des espaces, fait rentrer des loyers, revend le centre commercial avec l'intérêt des loyers payés par les enseignes qui l'occupent. Pour les promoteurs, l'enjeu est d'avoir une somme de loyer. Et quand c'est commercialisé, ils revendent. C'est ça la réalité dans le commerce de détail aujourd'hui au Luxembourg. Et les salariés du commerce ne sont que de simples figurants dans ce jeu. Dans son interview, Callanger, il enchaîne. On peut faire des centres commerciaux et des retail parks à l'infini parce que c'est un produit financier. Le problème, c'est que les commerçants se retrouvent dans une situation aberrante. En multipliant les points de vente, les enseignes réduisent la zone de chalandise potentielle sur laquelle rentabiliser les points de vente. À un certain moment, on se trouve dans une situation où on maintient les points de vente parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre des parts de marché. Cela n'est pas rentable et donc on observe une avalanche de redressements judiciaires, faillites, etc. On a au Luxembourg 1,2 million de mètres carrés de surface commerciale. 1,2 million. On est en première place du classement européen des mètres carrés de surface commerciale par habitant. Qui peut penser que ça peut fonctionner? Et là encore, nous, nos commerces, ne sommes que de simples figurants. Ce qui les intéresse, ces promoteurs immobiliers qui sont à l'origine de tous ces centres commerciaux, ce ne sont pas nos emplois ni nos magasins. Ce qui les intéresse, c'est leur argent, c'est de faire toujours plus d'argent sur le dos de nos commerces et de nos emplois. Alors on construit à gauche, à droite, tous les ans, de nouvelles galeries, de nouveaux retail parks. Et au fur et à mesure que ces galeries et ces retail parks ouvrent, elles marchent moins bien, elles attirent moins de clients. Et si elles en attirent, ce sont des clients qui sont perdus dans les magasins de centre-ville, par exemple. Des centres-villes, d'ailleurs, qui meurent à petit feu sous le poids de tous ces mètres carrés de surface commerciale. Chers collègues, le commerce peut et doit avoir un avenir au Luxembourg. 25 000 personnes sont employées dans le commerce de détail dans ce pays. 25 000. C'est un des secteurs les plus importants en termes d'emploi, mais aussi en termes économiques. Les 25 000 salariés du commerce produisent une part importante, très importante, de la richesse de ce pays. Et pourtant, les conditions de travail dans le secteur sont parmi les moins bonnes. Beaucoup d'entre nous, pour ne pas dire la quasi-totalité, ont des salaires proches du salaire minimum ou gagnent le salaire minimum, non qualifié bien entendu. Les horaires sont flexibles à outrance et pouvoir concilier vie privée et vie professionnelle reste un rêve pour beaucoup d'entre nous. Les temps partiels sont très souvent, contrairement à ce que prévoit la loi, involontaires. Et il n'est pas rare, et pas plus tard que la semaine dernière, donc chez les collègues de Zara, on en a encore eu la preuve, il n'est pas rare de voir des personnes qui sont à 20 heures venir travailler 5 fois par semaine. Il faut quand même se l'imaginer. Des gens qui viennent de Metz ou de plus loin, qui se tapent 3 heures, 3 heures et demie, 4 heures dans les transports, en voiture, dans le train, pour venir bosser 4 heures par jour. C'est une aberration, chers collègues. Et tout ça pour gagner une misère et pour qu'en plus, le minimum de droits qu'on possède en tant que salarié de par la loi ne soit même pas respecté. Mais pourquoi? Pourquoi nos conditions de travail sont-elles si mauvaises dans le secteur? Parce qu'entre autres, le taux de couverture des conventions collectives est bas. Moins d'une personne sur 2 dans le secteur est couverte par une CCT, et encore, dans les petites entreprises, personne n'a de CCT. Le taux de couverture, il est de 0. Et pourquoi ce taux de couverture est si bas? Parce qu'il est pour nous, en tant que syndicat, impossible de négocier une convention collective pour chacune des plus de 3000 entreprises du secteur, dont la majorité sont des entreprises de moins de 15 salariés, donc sans représentation syndicale. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on revendique depuis longtemps une convention collective sectorielle pour le commerce de détail, ou au moins pour les petits commerces, là où il est difficile, voire impossible pour nous de négocier quand on a 5, 6, 7 ou moins de salariés. Et pour ça, il faut aussi que la loi change en notre faveur. Parce qu'aujourd'hui, moi, je peux ouvrir des négociations dans une entreprise. Je peux envoyer un courrier à X entreprise, dire « je demande l'ouverture de négociations ». Et ils vont être obligés de négocier avec nous parce qu'il y a une obligation de négocier. Mais je ne peux pas faire ça au niveau sectoriel. Aujourd'hui, dans une entreprise, quand il y a des négociations, qu'on n'avance pas dans les négociations, je peux saisir l'Office national de conciliation et je peux, s'il le faut, faire grève. Je ne peux pas faire ça au niveau sectoriel.
on ne dispose même pas de notre arme ultime en tant que syndicat, du droit des grèves. La loi sur les conventions collectives, elle doit changer et elle doit favoriser les négociations sectorielles. Et on va se battre pour ça, chers collègues. Mais le fait que les conditions de travail soient aussi mauvaises et le taux de couverture des conventions collectives aussi bas a d'autres raisons aussi. Et je vais de nouveau prendre l'exemple de Zara, là encore parce qu'il est actuel et parce que c'est un cas d'école et parce qu'on l'a vu la semaine dernière et parce qu'on est en plein dedans. Chez Zara, donc, on est sur le point de commencer les négociations pour une convention collective. On a demandé l'ouverture des négociations la semaine dernière. Et on sait pertinemment que ça ne sera pas une partie de plaisir, parce qu'on a en face de nous une entreprise multinationale avec un patron qui est parmi les hommes les plus riches du monde. On a une culture d'entreprise qui ne respecte plutôt pas le droit du travail, qui exploite les salariés où elle peut et qui, par le passé, a même essayé de saboter toute activité syndicale, y compris ici au Luxembourg, en refusant l'accès à l'entreprise aux représentants de l'OGBL. Mais les temps, ils ont changé et on a gagné les dernières élections haut la main avec une mobilisation exemplaire des salariés de la boîte. Et on a une délégation, et je tiens à le dire, une délégation vraiment exemplaire, courageuse, organisée, respectée par les salariés. Je ne sais pas où elle est, mais salut Imen. Je ne la vois pas. Là, salut Imen. Pour accompagner donc le début de ces négociations, on a décidé de faire des réunions avec le personnel, des assemblées plénières, comme on a le droit de le faire une fois par an. Et on a fait ça la semaine dernière, donc au courant de la semaine. On a écouté le personnel, ses doléances, ce qu'il souhaiterait voir dans une convention collective. Et je peux vous dire que pour la plupart, ses collègues sont très réalistes et demandent souvent déjà que la loi soit respectée. Et ensuite, on a expliqué aux salariés que si on veut avoir une chance face à une entreprise comme Zara, Inditex, on aura besoin de tout un chacun. Que ce n'est pas la délégation ni l'OGBL qui vont arracher une victoire, mais que c'est l'ensemble du personnel. Et que la toute première étape de mobilisation, c'est déjà de se syndiquer, chers collègues. Et vous savez quoi ? Eh bien, en une semaine, on a quasiment réussi à doubler le taux de syndicalisation chez Zara. Je dis bien doubler. Et ce n'est pas fini. Et je vous le dis clairement aujourd'hui, si on a un taux de syndicalisation qui est de plus de 50%, ou qui sait de 70-80%, notre marge de manœuvre sera beaucoup, beaucoup plus importante. Avec un taux de syndicalisation de 80%, on est prêt à aller jusqu'au bout. On peut envisager le conflit et on peut envisager la grève s'il le faut. Et ça, en face, ils le savent. Et même un patron comme Zara, même une multinationale comme Zara, elle a peur de ça. Elle a peur de ce moment où il n'y a plus un euro qui rentre et où les salariés se mettent à l'arrêt. Alors, pardonnez-moi l'expression, quand je vous casse les bonbons à longueur de journée par des mails, par des messages, par des appels, dans des réunions, pour faire des membres, pour recruter, d'accord ? Si on a tellement mis l'accent sur le recrutement ces derniers mois, cette dernière année, c'est pour une bonne raison. C'est que dans le commerce, on est en moyenne à un taux de syndicalisation de 20%. Et ça comprend les grandes entreprises où il y a plus de syndiqués. Les mauvaises conditions de travail, les mauvais salaires, chers collègues, ils sont directement liés à ça. Le jour où nous aurons un taux de syndicalisation de 50% ou plus dans le secteur, je vous garantis, je vous promets que la convention collective sectorielle, on l'aura et que les conditions de travail changeront. Parce que notre force, elle est là. Et c'est d'ailleurs notre seule et unique force, il faut se le dire, la force du nombre. On est 25 000 dans le secteur, il faut 25 000 syndiqués dans le secteur. Alors cette campagne pour nos emplois et pour nos conditions de travail, elle doit aussi être un grand effort de recrutement de nouveaux membres. Parce qu'on en a besoin, parce qu'on en aura besoin, parce qu'il nous faudra de la force dans les mois et les années à venir. Et je compte sur vous, sur chacun et chacune d'entre vous, pour jouer pleinement son rôle dans cet effort collectif. On a lancé, comme je l'ai dit, depuis 1 an déjà, une vraie offensive de recrutement avec de bons résultats. On a eu en 1 an un progrès d'à peu près 8% de nos membres dans 1 an, ce qui est énorme dans le secteur. Et tous les mois, on progresse et c'est bien et on va continuer sur cette lancée et aller au-delà et continuer de recruter et de grandir et on va devenir plus fort. Parallèlement à cette offensive de recrutement, on va aussi lancer une autre offensive, une offensive tarifaire, parce que comme je l'ai dit, le taux de couverture des conventions collectives est beaucoup trop bas dans le secteur. Et évidemment que nous voulons, que nous demandons, que nous revendiquons une convention sectorielle. Mais on ne va pas juste demander ça et rester les bras croisés en attendant que le patronat dise « Ah oui, c'est une bonne idée, on va négocier une convention collective sectorielle avec vous ». On a lancé, donc comme je l'ai dit, les négociations chez Zara.
Et on va aussi lancer des négociations chez CA, et on va aussi lancer des négociations chez Etam, et pourquoi pas ailleurs, pourquoi pas chez Esprit, chez JBC, chez Grande Optical, ou dans d'autres entreprises. Et mois par mois, il y a de nouvelles entreprises qui vont nous rejoindre, et ça sera une vraie offensive. Il y aura des petits feux à gauche et à droite, et en fin de compte, il y aura un grand incendie, et partout dans le secteur, on négociera et on se battra pour nos conditions de travail. Chers collègues, je viens de le dire, les mois et les années à venir ne seront pas simples. La situation est compliquée et elle le restera. La crise sanitaire est loin d'être surmontée. Et au fur et à mesure qu'elle avance, elle met nos commerces devant des difficultés. Les restrictions ont un impact financier direct. Un reconfinement n'est jamais très loin. Et dans tous les cas, cette crise aura largement contribué à favoriser Internet et les grandes plateformes comme Amazon. Et une partie des clients que nos commerces ont perdus à Amazon ne reviendra pas, il faut se le dire. Et avec eux, c'est une partie du chiffre d'affaires qui part. Et on le sait tous. Quand les marges de nos patrons s'effritent, se réduisent, quand ils gagnent un peu moins d'argent, où est-ce qu'ils vont essayer de le récupérer? Eh bien, sur nos dos. Et on doit s'attendre, chers collègues, à des attaques contre nos acquis, contre le peu d'avantages que nous avons. Et il faut s'y attendre dans le commerce et ailleurs. Et ça a déjà commencé. Je vais prendre un exemple. Une partie du patronat, plus dans l'artisanat cette fois, a demandé, par exemple, il y a quelques semaines, à ce que chaque personne qui ne travaille pas, peu importe la raison, ne reçoive plus que 80% de son salaire, comme c'est le cas pour le chômage partiel. Et dans tous les cas de figure. Donc je suis malade, je suis en arrêt pour raison familiale, 80% du salaire. Alors on peut en rire et dire que c'est ridicule, on est d'accord, et on peut aussi dire qu'ils ne passeront jamais avec ce genre de revendications. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est que le début, et qu'au fur et à mesure que cette crise va progresser, il y aura de plus en plus d'attaques de ce genre. Et qui nous dit, dans le commerce, que le patronat ne sortira pas, d'ici bientôt, leur vieille revendication de la libéralisation totale des heures d'ouverture dans le secteur, pour faire face à la crise, pour sauver les petits commerces, etc. Et il faut qu'on soit prêt pour ça. Il faut qu'on soit prêt pour se mobiliser s'il le faut. Il faut qu'on soit prêt dans les mois et les années à venir. Et pour ça, il nous faut un programme politique conséquent, cohérent, pour les mois et les années à venir aussi. Ce programme, on l'a ici. Ce programme, on le présente aujourd'hui. C'est notre direction syndicale du syndicat commerce qui l'a décidé et qui a décidé de lancer une campagne autour de ce programme. Un programme qui s'articule autour de 6 propositions clés pour nos commerces, pour nos emplois, pour nos conditions de travail et notre avenir. La première revendication, c'est une revendication à court terme, un plan de maintien dans l'emploi sectoriel pour le commerce de détail. Le plan de maintien dans l'emploi, certains d'entre vous le connaissent, c'est un instrument qui nous permet en tant que syndicat de négocier dans une entreprise ou au niveau d'un secteur avec une fédération patronale quand on sent qu'il y a des difficultés, qu'il y aura éventuellement des licenciements à l'avenir, qui nous permet de négocier pour justement éviter des licenciements secs, avec des mesures destinées à réduire temporairement ou définitivement les effectifs de l'entreprise sans passer par ces licenciements. Donc, à travers le recours au chômage partiel, au-delà des limites officielles, à travers des retraites anticipées, à travers le prêt temporaire de main-d'œuvre, qui, je trouve, peut être très intéressant comme moyen, parce que si on s'imagine maintenant un second confinement, on pourrait imaginer par exemple que les commerces obligés à fermer pourraient prêter temporairement de la main-d'œuvre aux supermarchés qui, eux, doivent rester ouverts. Et quand on a eu une entrevue en été avec donc, les représentants de la FEMO, donc la Fédération patronale des commerces de mode, on a soumis l'idée d'un tel PME sectoriel. Ils devaient revenir vers nous, et évidemment qu'ils ne l'ont pas fait, malgré les relances. Par contre, la semaine dernière, on a négocié et signé un tel PME sectoriel pour les secteurs de la coiffure, de l'esthétique et les tatoueurs, où ça va très mal à cause des restrictions sanitaires. Et on a, pour la première fois, à un niveau sectoriel, négocié, signé une garantie d'emploi. C'est-à-dire que pour la durée de ce PME, les entreprises qui en profitent n'auront pas le droit de licencier pour des raisons économiques ou pour des restructurations, n'auront pas le droit de licencier pour des raisons non inhérentes à la personne. Donc, c'est intéressant aussi pour nous, c'est intéressant aussi pour les salariés. Mais c'est peut-être pour ça aussi que le patronat est si réticent à négocier un tel PME, parce que, on le sait, on les connaît, quand il s'agit de lamenter et de pleurer pour avoir des aides et dire que tout va mal et qu'il faut que chacun fasse un effort, etc., ils sont là. Mais quand il s'agit de donner des contreparties, c'est un tout autre son de cloche. C'est précisément là qu'il faut faire monter la pression. On ne peut pas toujours demander sans rien donner en échange, et on actionnera, nous, tous les leviers pour obliger le patronat à donner des contreparties.
s'ils veulent des aides, s'ils veulent le chômage partiel, etc., qu'ils s'engagent à ne pas licencier. La deuxième revendication, c'est un gel des loyers commerciaux pendant 3 ans. C'est une revendication qui, en soi, devrait plutôt aller même dans le sens du patronat. Et c'est pour ça aussi qu'il faut voir nos 6 propositions comme un package, où justement, il doit y avoir des contreparties. On demande clairement un gel des loyers commerciaux pendant 3 ans. On sait tous la part toujours plus importante que prennent les loyers dans les dépenses de nos entreprises, que ce soit en galerie ou au centre-ville d'ailleurs. Et dans quasiment toutes les fermetures auxquelles nous avons été confrontés ces derniers temps, les loyers ont toujours joué un rôle de premier plan, pour ne pas dire étaient toujours à l'origine des problèmes, plutôt même que la crise sanitaire. Et le problème est connu, chers collègues. Pendant le premier confinement, certaines galeries, certains propriétaires ont offert ou au moins reporté les 2 mois de loyer pendant le confinement aux commerçants. Mais d'autres refusent à ce jour de faire un quelconque geste. Donc il faut quand même se dire qu'il y a des propriétaires qui, en ce moment, en pleine crise sanitaire, espèrent encore faire des profits sur le dos du Covid et sur le dos des salariés des commerces. En ce moment même, il y en a qui sont en train d'augmenter leurs loyers commerciaux tout en sachant pertinemment que ça va entraîner des fermetures de magasins et certainement des licenciements derrière. Il faut mettre un terme à la spéculation immobilière sur nos dos, chers collègues. Il faut mettre un frein à cette spéculation qui, aujourd'hui, met clairement en danger nos emplois. Et il faut enfin du courage politique. Il faut prendre des mesures fortes pour répondre à des problèmes forts. Les petits pansements, chers collègues, ne suffisent plus aujourd'hui. La troisième revendication, c'est une revendication que vous avez peut-être déjà entendue parce que c'est une revendication nationale de l'OGBL qui faisait partie de nos propositions pour une relance socialement juste, pour une sortie de crise socialement juste. C'est l'idée de bons de consommation publique. Donc un peu sur le même modèle que les bons pour une nuitée dans un hôtel que tous les résidents et salariés frontaliers ont reçu avant l'été. L'idée, c'est que l'État, que soit issu des bons de consommation publique par l'État, à dépenser dans un commerce du pays. Et l'idée, c'est aussi qu'à travers ces bons, on subventionne en quelque sorte nos commerces qui ont beaucoup souffert de la concurrence déloyale d'Internet ces derniers mois. On estime que maintenant, il faut aussi donner l'avantage au commerce réel. D'ailleurs, certaines communes dans le pays ont déjà mis en place ce genre de bons et on estime que c'est une très bonne chose pour les commerces, mais aussi pour relancer l'économie en général. Le 4e point, c'est un moratoire sur les nouveaux centres commerciaux pour une durée de 3 ans aussi. Je l'ai dit avant, le Luxembourg dispose d'1,2 million de mètres carrés de surface commerciale, premier pays d'Europe en termes de surface commerciale par habitant. Alors évidemment, en principe, on pourrait dire plus de surface commerciale, plus d'emplois, tout le monde est content et ça nous arrange. Sauf qu'on arrive à un niveau de saturation qui est tel que ça ne fonctionne plus comme ça. On le voit très clairement, les dernières galeries qui ont vu le jour, je pense à Cloche d'Or, je pense à Infinity à Kirchberg, elles ne fonctionnent plus du tout. Tout juste un an après l'ouverture de Cloche d'Or, ce centre il peine à attirer les clients à tel point qu'il y a déjà une bonne dizaine de commerces qui ont mis la clé sous la porte. Alors oui, la population du Luxembourg ne cesse de croître, oui, il y a tout le bassin transfrontalier, etc., plus de clients et tout ça, mais il arrive un moment où la croissance, au niveau de la surface commerciale et la croissance démographique ne sont plus en équilibre, où la croissance au niveau des surfaces commerciales est tellement plus grande qu'il n'y a plus assez de clients potentiels pour toutes ces surfaces, pour tous ces magasins. Et ce moment, il est arrivé et on est peut-être même déjà au-delà. Et on est dans une situation où, comme l'a dit si bien cette interview que j'ai citée avant, une fois de plus, on est dans de la spéculation immobilière et non pas du tout dans une démarche commerçante. Et où, une fois de plus, ça se fait sur nos dos et aux frais de nos emplois. Et il ne faut pas croire, quand même, que les seuls à faire de la spéculation sur nos dos sont les agences immobilières. Nos propres entreprises, elles aussi, font ça. Parce que vous pensez pourquoi ? Vous pensez que c'est pour quelle raison, par exemple, que le CA, maintenant, va fermer ses portes avenue de la Gare, alors qu'il y a quelques mois, c'est H&M qui a fermé ses portes ? Eh bien, parce que CA restait avenue de la Gare, précisément parce qu'il y avait H&M. Et une fois qu'H&M était parti, donc que le concurrent direct était parti, on peut partir aussi. Parce que CA ne peut pas laisser des endroits, des points géographiques
à sa concurrence directe. Et ça fonctionne comme ça tout le temps, et il faut se le dire. Il y a un magasin qui ouvre, et ses concurrents vont être obligés d'en ouvrir un aussi. Quand il y a un Zara qui ouvre, il y a un H&M qui ouvre à côté. Ils doivent se positionner. Et le jour où le Zara y repart, le H&M va repartir aussi. Parce qu'on est dans une véritable guerre de position, où chacun veut se sécuriser ses positions géographiques. Et comme dans chaque guerre, ceux qui trinquent, c'est ceux qui travaillent, c'est les salariés. Qui va payer les pots cassés de cette guerre de position? Nous, 25 000 salariés du secteur du commerce de détail. Et ça suffit, on ne veut plus être de la chair à canon. Alors on demande, là encore, du courage politique pour une fois. Et on demande à ce que cette évolution dangereuse pour nos emplois soit stoppée, ou au moins freinée. Voilà pourquoi on demande que, pendant une durée de 3 ans, plus aucune autorisation de construire pour de nouvelles galeries commerciales ou de nouveaux retail parks soit donnée. Pour donner de l'oxygène à nos commerces, pour donner de l'oxygène à nos centres-villes. C'est urgent, chers collègues. La 5e revendication, c'est le sujet de notre secteur, c'est le sujet du temps de travail, des horaires de travail. Il y a évidemment le point, la never-ending story des heures d'ouverture. Vous le savez, le patronat demande toujours plus, des heures d'ouverture toujours plus larges, une libéralisation totale, ouvrir les dimanches, les jours fériés. Et je vous dis que s'ils pouvaient rajouter des journées à l'année pour ouvrir encore plus, ils le feraient. Et c'est d'ailleurs étonnant, mais la CLC, donc la Confédération luxembourgeoise du commerce, la fédération patronale, n'a pas encore remis le sujet sur la table. On aurait pu imaginer qu'ils le fassent en argumentant qu'il fallait une libéralisation pour sauver les petits commerces, machin, etc. Mais on n'est pas à l'abri, et je vous l'ai dit, et je vous le redis, il faut être préparé. Il faut être prêt à se mobiliser, comme toujours d'ailleurs dans le secteur, parce que cette revendication, elle peut toujours réapparaître. Mais quand on parle de temps de travail, il n'y a pas que les heures d'ouverture, bien que tous les sujets soient liés. Il y a aussi la problématique, j'en ai parlé brièvement avant, des temps partiels. Et il y a un très grand nombre d'entreprises, donc j'ai cité Zara, mais il y en a plein d'autres qui le font, qui abusent clairement des contrats à temps partiel et qui font bosser les collègues qui sont à temps partiel de façon ultra flexible. On a donc vu, comme j'ai dit, chez Zara, et avant qu'on règle une fois pour toutes cette histoire dans une société aussi chez H&M, des personnes qui sont à 20h, venir bosser 5 fois par semaine, et plein de choses comme ça. Et quand ils ont besoin de plus de personnel, au lieu d'embaucher ou alors de donner plus d'heures à ces personnes qui sont à 20h, on va leur faire signer des avenants au contrat à la semaine. Donc, une semaine, je suis à 20h, la semaine suivante, je suis à 28h, la semaine suivante, peut-être à 40h, et après, je retombe sur mes 20 heures. Et dans ces entreprises, aucun temps partiel n'a des jours de travail fixes, alors même que c'est une obligation de par la loi. Et quand on parle de ce problème, il y a des entreprises qui nous disent clairement que même si elles sont hors la loi, elles vont continuer de le faire parce que c'est le business. Alors là, chers collègues, il faut quand même se dire qu'il faut qu'ils arrêtent de nous marcher dessus, il faut qu'ils arrêtent de se croire au-dessus des lois. Le droit du travail, c'est ce qui nous protège à nous tous, c'est le minimum de protection. Alors si on arrive à un point où le patronat dans notre secteur croit qu'il peut ne pas respecter même les droits les plus élémentaires, la situation est grave et il faut, je vous le dis clairement, chers collègues, il faut se faire respecter. Et dans les semaines et les mois à venir, on va utiliser toutes les armes à notre disposition pour faire cesser ces pratiques. Il faut revenir dans le commerce comme ailleurs à la norme du contrat de 40 heures. Le temps partiel, il doit voir le jour uniquement sur demande du salarié de façon volontaire. Et pourtant, on sait que ce n'est pas le cas. Alors, tous ensemble, il faut se mobiliser sur ce sujet. Il faut faire ce qui est nécessaire. Il faut montrer les muscles quand il le faut et on les fera reculer, on les fera respecter la loi. La dernière revendication, la 6e revendication, elle est beaucoup liée aussi à ce point, c'est la convention collective sectorielle pour le secteur du commerce de détail et plus précisément pour les petits commerces. Le problème des temps partiels, on a réussi à le résoudre, comme j'ai dit, chez H&M, on a réussi à le résoudre à travers une convention collective. Donc on voit bien que la convention collective, c'est ce qui peut nous protéger, c'est ce qui peut cibler spécifiquement les problèmes de notre secteur. Mais qu'en est-il de tous ces petits commerces où la loi est tout aussi peu respectée, voire encore moins respectée, où les temps partiels sont tout aussi maltraités et où on n'a pas de délégation au GBL, où il n'y a pas de délégation tout court, et où il faut dire qu'on a aussi, nous, un manque de ressources et de temps pour aller négocier. Eh bien, il faut que là aussi, les salariés puissent profiter d'une convention collective, négociée par le syndicat, qui les protège, qui soit adaptée au secteur, qui prenne en compte les besoins des entreprises et des salariés. Alors, on demande une convention collective sectorielle couvrant l'ensemble des entreprises employant moins de 50 personnes.
Pourquoi cette barre de 50 salariés? Parce qu'en dessous, c'est précisément là que ça devient dur pour nous de négocier. Ça demande beaucoup d'énergie, d'efforts pour négocier pour moins de 50 personnes. Et aussi parce que légalement, une entreprise employant moins de 50 personnes est considérée comme étant une petite entreprise. Donc l'idée, ça serait vraiment de dire une convention collective sectorielle pour les petites entreprises du secteur. Et le patronat connaît cette revendication, il la connaît depuis longtemps. Et évidemment que ça l'arrange qu'il n'y en ait pas de convention collective sectorielle et que les conditions de travail restent comme elles le sont actuellement. Et il faut se dire, il fera tout pour qu'il n'y ait pas de convention collective sectorielle. Et on a, comme je l'ai précisé avant, on a très peu de moyens à notre disposition pour leur forcer la main là-dessus. Alors cette revendication s'accompagne en quelque sorte d'une autre revendication, c'est celle d'une réforme de la loi sur les conventions collectives pour instaurer une obligation de négocier sectorielle, pour dire le jour où nous, en tant que syndicat, on demande l'ouverture de négociations sectorielles, il y a une obligation à négocier. Si le patronat n'est pas prêt à négocier avec nous, on peut saisir la conciliation et on peut aller jusqu'à faire grève. À nous de faire monter la pression pour que ça arrive. Et à nous de mobiliser les salariés du secteur pour montrer que la demande, elle vient du secteur et qu'on ne va pas leur foutre la paix jusqu'à ce qu'on ait cette convention collective sectorielle, chers collègues. Chers collègues, j'ai toujours adoré cette salle parce qu'il y a ce slogan qui est au-dessus de nous, qui est un slogan un peu historique, dans une salle historique, donc pain, paix, liberté. C'est un slogan qui représente un peu la base, l'essence même du mouvement ouvrier et syndical. Parce qu'en tant que syndicat, en tant que membre, militant, délégué ou secrétaire du syndicat, on se bat tous les jours pour ces trois choses, et ça depuis le début. Alors, on veut la liberté parce qu'on veut la liberté de se rassembler, de se syndiquer, de dire nos opinions, de se battre contre ce qui n'est pas juste, de se battre pour ce qui est juste. On veut la liberté de manifester, la liberté de faire grève, parce que sans tout ça, on n'a rien, on n'est rien. On veut la paix parce que c'est toujours les travailleurs qui font les frais de la guerre et parce que chaque être humain devrait avoir, je cite un poète chilien que vous connaissez peut-être, chaque être humain devrait avoir le droit de vivre en paix. Et, chers collègues, on veut le pain. On travaille durement en tant que salarié pendant de longues années, beaucoup d'heures par jour. On produit des richesses et aucune société ne pourrait fonctionner sans notre travail. Alors en échange de ce travail dur, on demande le pain. On veut des emplois, on veut du travail pour tout le monde, on veut des salaires décents, on veut des conditions de travail décentes. Et avec cette campagne, chers collègues, on est précisément dans ça. On est dans la défense de notre pain quotidien. Le commerce, c'est nous qui nous levons tous les jours pour les faire tourner. C'est nous qui travaillons pour que les gens l'adorent, ils puissent faire leurs courses, acheter ce dont ils ont besoin. Et on l'a vu d'ailleurs pendant la première vague de la crise sanitaire, et on continue de le voir, nous sommes essentiels. Aujourd'hui, on doit défendre notre pain. Parce que ce qui est en jeu, ce sont nos commerces, oui. Mais à travers nos commerces, ce sont nos emplois, et à travers nos emplois, notre avenir et celui de nos enfants. Ce n'est pas le patronat, ni les magnats de l'immobilier, ni les politiciens sans courage politique qui vont nous sauver. Et au contraire. Et je l'ai dit en introduction, et je l'ai dit plusieurs fois, la situation elle est dure, et elle le sera encore pendant quelques mois, et elle sera probablement encore beaucoup plus dure d'ici quelques mois. Les mois et les années à venir ne seront pas faciles, et il y aura des fermetures de magasins. Il y aura peut-être encore des licenciements et des faillites, des plans sociaux. À nous de faire en sorte que ce ne soit pas le cas, ou alors le moins possible. À chacun et chacune d'entre nous de se demander qu'est-ce que je peux faire pour mon secteur, pour mes collègues, pour mes emplois, pour mon emploi. À chacun et chacune d'entre nous de faire ce qu'il peut, de soutenir cette campagne, je le dis, je le redis, de nouveaux membres pour le syndicat, parce que c'est la seule chose qui nous permettra d'affronter les défis du futur, c'est cette force du nombre, la force du collectif. À chacun et chacune d'entre nous de sensibiliser les collègues, d'informer les collègues, de prendre les brochures, de les distribuer, de mobiliser pour les événements à venir, et de demander pour la 7e fois, pour la 8e fois à son collègue s'il le faut, est-ce que tu es déjà syndiqué? Les mois et les années à venir seront durs, oui, c'est vrai. Mais, chers collègues, votre présence ici aujourd'hui, et je tiens aussi à le redire, votre présence est exemplaire. Et elle montre qu'on est capable, aussi dans notre secteur, aussi dans le commerce,
en pleine semaine, malgré les horaires de merde qu'on a, on est capable de se mobiliser quand c'est important. À nous de nous défendre contre les attaques à venir et de défendre notre pain quotidien. Et à nous de conquérir de nouveaux droits. Parce que la meilleure défense reste l'attaque. Merci. Nous comptons sur vous tous. Nous comptons sur vous aussi dans les distributions en dehors des entreprises. Nous prions tous ceux qui peuvent nous accompagner dans les actions de distribution de s'inscrire auprès de Jennifer pour coordonner les diverses actions dans les centres commerciaux, les centres-villes et à travers tout le pays. Nous sommes le commerce. Je vous remercie. Donc nous insistons encore une fois sur l'importance de mobiliser le plus grand nombre de personnes et sur votre participation. Plus nous sommes nombreux, plus nous sommes forts et plus grand sera l'impact de notre démarche. Faites attention à vous, restez en bonne santé, car les salariés et nous, on a besoin de vous.